Bon, Philippe Candeloro, on est ravis de vous accueillir ce matin et déjà merci parce qu'avant votre passation à la Fédération française des sports de glisse, vous choisissez de passer un moment avec les auditeurs d'Europe 1. Vous avez rendez-vous en fin de matinée, c'est ça ? Exactement, à 11h, 11h15, j'arriverai pour 11h15, mais je pense que j'ai attendu 15 jours, on peut attendre 15 minutes de plus. Vous avez raison. Et ça se fait dans une ambiance particulière quand même, cette passation. Ah ça, j'en sais rien, parce que moi, c'est la première fois que je vais vivre ça. Il y a des passations qui se passent plus ou moins mal aussi de temps en temps, parce que les placards sont vidés, il n'y a plus rien, du coup, on découvre entre guillemets, des cadavres dans les tiroirs, comme on dit l'expression. Et là, aujourd'hui, on a quand même des informations, on sait à peu près ce qui se passe, parce que vous savez, vous avez des saisines de fois qui sont déposées, mais souvent c'est déposé les dernières semaines avant la passation, donc après on est obligé de bloquer aussi les accès internet des anciens qui étaient présents, et du coup il y a des mails qui peuvent se perdre, donc il faut qu'on reprenne tout ça en fait en main pour quand même suivre les dossiers. Alors là, ce qui s'est passé pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, le 27 juin, vous êtes élu président de la Fédération des sports de glace. Oui. Gwenaëlle Nouri, votre adversaire, qui était l'ancienne présidente, la présidente sortante, a déposé une saisine parce qu'elle conteste la régularité de votre élection, Philippe Candeloro. Est-ce qu'avant l'élection, c'était déjà tendu ? Comment ça s'est passé ? La campagne ? Il y avait une campagne, on était quand même 6 candidats, ça veut dire que beaucoup de gens n'étaient pas très contents de la gouvernance qui était en place. Alors, il faut savoir qu'il y a une commission de surveillance, la CSOE, qui surveille les élections, qui a été mise en place par la gouvernance sous Madame Nouri. Donc, en fait, c'est pas elle qui finalement pose un recours, c'est un club, c'est un groupement, c'est une association. Donc du coup, on se demande effectivement, elle cherche évidemment à savoir, parce qu'il y a un litige sur 2% de voix qui sont pas claires sur le deuxième tour. Donc aujourd'hui, tout ça va se mettre en place. Il y a une saisine qui a été déposée par un groupement. Madame Nouri finalement aurait peut-être pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer sur le dossier, puisque c'est pas elle qui dépose. Donc finalement, elle conteste effectivement le résultat des élections. C'est en son nom en fait, c'est ça ? C'est en son nom, puis c'était sous sa surveillance. C'est elle qui place une commission de surveillance pour les élections. C'est elle qui embauche une boîte qui valide en fait le vote électronique. Et aujourd'hui, le club conteste tout ça. Donc on trouve ça un petit peu étrange, mais ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent. Parce que par exemple, quand on va recompter mercredi, il y a un recomptage qui est fait avec la commission de la CSOE. Et du coup, il faut prendre des huissiers. Alors un huissier pour la fédération, c'est toujours 450 € qui finalement ne vont pas dans les poches d'un athlète, par exemple. Et moi, je dois prendre aussi un huissier à titre personnel, puisque c'est ma candidature qui est remise en cause. Alors en plus, et surtout ça m'ennuie un petit peu, parce que finalement, on pourrait penser que c'est moi qui ai magouillé les élections. Voilà. Vous êtes quand même heureux d'être président ? Alors je suis heureux parce qu'il y a énormément de choses à faire, et voilà, ce qui est excitant, c'est un projet sportif, c'est un projet d'une ambition olympique, puisqu'on a les Jeux en 2030. Donc, mais aujourd'hui, en fait, je suis paralysé par toutes ces problématiques à gérer, des problèmes qui datent d'il y a 20 ans, en fait, qui ressurgissent aujourd'hui, que je dois traiter parce que l'ancienne gouvernance ne l'a pas fait peut-être en temps et en heure. Donc c'est ça qui me bloque un petit peu pour m'occuper vraiment de pourquoi je suis venu à cette fédération. C'est pour trouver des partenaires. Aujourd'hui, c'est essentiel, puisqu'on n'a pas assez de vie d'événementiel. Donc il faut qu'on monte. Ils ne sont pas assez représentés, ces sports de glace ? Pas assez dans toutes les disciplines. C'est-à-dire on a quand même 7 disciplines olympiques et 12 disciplines en développement, et c'est là qu'on voit que une seule personne ne peut pas gérer ces 12 sports. C'est pas possible. Moi qui suis résistant aujourd'hui, et je me suis un peu préparé quand même mentalement et physiquement pour résister à tout ça, mais voilà, on voit bien que le système est un peu obsolète aujourd'hui. On va parler de tout ça. Philippe Candeloro, vous êtes avec nous jusqu'à 10h50. On va parler de vos ambitions précises pour les sports de glace en vue des JO de 2030 dans les Alpes. On va parler de vos premiers grands chantiers, de ces 12 disciplines. Alors, il n'y a pas le hockey sur glace. On en parlera et vous nous direz pourquoi il n'y a pas le hockey sur glace. Mais avant cela, je vous propose, Philippe Candeloro, qu'on trace votre portrait sonore. Quelques sons qui devraient vous rappeler des souvenirs. Écoutez celui-ci. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir. Ça vous parle ? Renaud, laisse béton. Renaud, ça c'était les chansons qu'on écoutait à la maternelle, et en plus je me souviens à l'époque, il nous faisait danser en classe. Sur du Renaud ? Ouais, il fallait qu'on bouge en fait. Donc, puis après c'était le blouson de cuir, le bandana rouge. Et si je vous parle d'un bar tabac, celui de votre tante aussi, il y avait du Renaud qui passait dans ce bar tabac. Ça c'est le côté Normandie, ça. C'est ça, dans le pays d'Auge. Quand on vous parle de votre petite enfance, vous en retenez quoi ?
Alors, j'ai beaucoup de souvenirs de l'Italie, parce qu'avant, je commence le patinage. On passait 1 mois et demi en Italie, parce que mon père était italien. On a été dans un village, donc on était livrés à nous-mêmes, un petit peu comme la Cité Rose à Colombes. Hein. C'est-à-dire que mes parents, on était 3 garçons, une sœur. Du coup, on s'est éduqués un petit peu nous-mêmes, quoi. Ils faisaient pas la chasse à l'éducation, c'était plutôt notre grand frère qui nous mettait des coups de pied au cul ou des claques dans la tête, parce qu'on faisait un peu trop de conneries avec Et le patinage, il arrive quand vous avez 7 ans, il arrive comment on choisit le patinage quand on a 7 ans et qu'on a un petit garçon? J'ai pas vraiment choisi, c'est le scolaire. En fait, c'est grâce à l'école. Au CP, ils nous envoient au scolaire, faire une pratique de patinage, parce qu'on a une patinoire à Colombes, donc il y a piscine, patinoire, tennis, ce qui fait qu'une semaine, on fait une séance de nage. La semaine d'après, on allait au patin, et c'est comme ça que j'ai été découvert par mon entraîneur, André Brunet, qui est devenu mon entraîneur pendant plus de 40 ans. Ouais, donc vous étiez vraiment fait pour ça. Justement, vous parlez beaucoup de la famille. Philippe Candeloro, on a une petite surprise pour vous ce matin. Écoutez ce message. Coucou Philippe, c'est maman d'abord. Oui. Je suis très contente que tu aies réussi à avoir ce poste. Je pense aussi que c'est par ta loyauté vis-à-vis de tous les sportifs que tu as côtoyés. Et puis toutes les bagarres que tu as fait autour de toi pour obtenir ce poste aussi. Et je t'embrasse et puis surtout, bonne continuation. Merci Marie-Thérèse, c'est votre maman En plus, qui nous a laissé un petit message. Elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle a été présidente du club de Colombes pendant plus de 15 ans. Donc en fait, même si moi j'ai pas dirigé des clubs, des associations, il y a l'association Candeloro Show Compagnie, donc j'ai œuvré à peu près dans 360 degrés de cette gestion fédérale. Donc c'est pour ça que je me sens pas complètement démuni. J'en connais vraiment à peu près tous les rouages. Vous avez les mains dans le cambouis. Exactement. Vous connaissez les clubs, vous connaissez les fonctionnements des clubs. Je connais leurs difficultés. Je me suis beaucoup rapproché des entraîneurs, parce que c'est aussi les entraîneurs qui font le boulot tous les jours. C'est eux qui vont aller chercher les pépites, c'est eux qui dénichent, c'est eux qui travaillent plus de 6 heures par jour. Donc effectivement, on doit aujourd'hui faire attention à tout ce monde-là. Les dirigeants aussi en prennent pas mal plein la tête, parce qu'aujourd'hui, avec tous les signaux sport qui tombent, parfois fait un petit peu de mal, alors qu'il faut effectivement protéger les enfants. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Dès qu'on tombe sur un pervers, il faut le dégager, il faut qu'on lui enlève. Parce que ça aussi, ça fait partie des grands chantiers que vous allez devoir traiter. Hein. C'est des chantiers qui sont déjà traités. Bon, il y a la voix de Sarah, grâce à Sarah Abitbol, qui traite effectivement ce dossier pour vraiment quand il y a des gens qui sont en difficulté. Mais il y a vraiment des sujets très graves. Il y a des sujets très graves, mais aussi, il faut faire attention à la corporation des entraîneurs et des dirigeants qui, eux, sont mis à mal aussi parce qu'ils ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Il faut aussi les protéger. Quel sera votre premier chantier, puisque la passation aura lieu dans 1 heure, vous serez officiellement le président de la Fédération des sports de glace. Je le suis déjà, en fait, la passation, depuis le 27 juin, c'est une formalité pour dire le secrétaire général et le trésorier passent la main. L'équipe change. L'équipe change. Le président, aujourd'hui, il est là. Hein, donc ça veut dire que vous avez déjà commencé à travailler sur des dossiers ? Ça fait déjà 1 mois. Alors le gros dossier épineux pour moi, c'est la séparation du short track qui souhaite partir. Il y a 13 clubs sur 17. On m'a pondu un document en disant, voilà, il y a 13 clubs sur 17 qui représentent le short track français. Rappelez-nous ce qu'est le short track. Le short track, c'est le patinage de vitesse petite piste. D'accord. On a la longue piste qui est déjà à la fédération de roller. Et tout le monde du short track, en fait, est en ébullition en ce moment. Alors, on va aller savoir pourquoi. J'en sais rien, mais d'un côté, il y a les clubs, et de l'autre côté, il y a les athlètes de haut niveau, qui aujourd'hui, il y a une convention qui n'a pas été re-signée avec l'Italie, là où les athlètes s'entraînaient. Donc, il y a les Italiens aussi qui ont leurs élections à la fin du mois, là. Donc, en fait, tous ces pouvoirs de décision, de signature de convention, elles sont bloquées. Et ça veut dire qu'ils veulent leur propre fédération, le short track ? Alors, pas leur propre fédération, parce qu'avec 200 licenciés, ils auraient peut-être du mal à pouvoir vivre tout seuls. Moi, j'ai toujours dit que si je devais laisser partir des sports de notre fédération, parce que je peux comprendre, hein, pendant toutes ces années, en fait, c'est les disciplines d'expression, donc le patinage artistique, tout ce qui représente l'expression, décident de leur sort tous les 4 ans, en fait. Donc eux, ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Et ils veulent partir à la fédération de roller, puisque déjà leurs collègues de la longue piste, donc le patinage de vitesse grande piste, où il n'y a pas de halle, il n'y a pas de patinoire longue piste en France. D'ailleurs, on va aller faire les Jeux Olympiques en 2030 en Hollande. Moi, je trouve ça assez aberrant qu'aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques... Alors que les Jeux Olympiques seront dans les Alpes. Mais cette épreuve-là se déroulera en Hollande. Exactement. Donc, tout ça, voilà. Moi, j'aurais pu me battre pour le patinage de vitesse. Après, je ne vais pas me battre contre des gens qui veulent partir. À un moment donné, c'est comme un divorce. Il vaut mieux trouver les meilleures solutions. La priorité sera de faire attention aux athlètes. Les athlètes, eux, ils n'ont pas besoin de s'occuper de la politique, des gens qui veulent partir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de savoir comment ils vont s'entraîner pour les 4 prochaines années pour essayer de faire des médailles pour la France et pour eux déjà, à la base. Ça va être un job à plein temps.
c'est un job à plein temps. Parce que de toute façon, c'est surtout là le démarrage, il faut remettre le train sur les rails. Bien sûr. Vous me disiez un chantier, en fait, c'est pas un chantier. C'est 1000 chantiers. C'est 1000 chantiers en même temps. On a déjà des échéances. On a les Masters à Louviers la fin août, le 28 et le 29 août. J'invite d'ailleurs les gens de la région de Louviers à venir voir cet événement parce que ce sont nos champions, en fait, qui présentent leur nouveau programme pour la saison et qui vont essayer de remporter des points pour être sélectionnés à des compétitions internationales. Puis après, on a le Grand Prix international de France qui se déroule à Angers le 23 et le 25 octobre. Et ça, c'est notre événement majeur de la fédération. C'est celui qui, finalement, c'est notre seul événement international que nous avons au sein de la fédération. Et ça, il faut en créer encore 5 ou 6 des événements internationaux comme ça, y compris pour le short track, y compris pour le curling. Toutes ces disciplines, elles doivent être valorisées par de la médiatisation, mais aussi par de la visibilité. Il faut qu'on attire du public pour ces disciplines. Vous nous direz, tiens, d'ailleurs, les clubs évoquent souvent un manque de moyens en France et un manque de patinoires. Est-ce que c'est vrai? Comment on est situé en France? Alors, vous le disiez, il n'y a pas de piste pour le short track. Donc pour la longue piste. Pour la longue piste. Parce que le short track utilise les mêmes patinoires que pour le patinage artistique. Ok, mais pour les très grandes pistes, on ira en Hollande pendant les JO. Bon, c'est un peu aberrant, mais en termes de patinoires en France, comment on est fourni? On est bien fourni? On n'a que 113 patinoires, on va dire 56-26 minimum, et puis la taille olympique, c'est 60-30. Après, on avait des petites patinoires de 40-20 qui, elles, ferment, alors que c'était un moyen de développer, de démarrer l'activité du patinage. On ne peut pas augmenter notre nombre de licenciés parce qu'on nous dit qu'on est une petite fédé. On n'est pas une petite fédé. Certes, on n'a que 30 000 licenciés, mais en fait, on est une énorme fédé parce qu'on doit gérer 12 sports. Et ça, aujourd'hui, je crois que les moyens que les clubs pourraient réclamer, c'est les créneaux horaires, en fait. Comme j'ai dit souvent, si on avait 3 patinoires dans chacune des villes où il y en a déjà une, elle serait complète de 17h à 23h. Pourquoi? Parce que c'est après les écoles. C'est après la sortie des écoles. Le sport-études n'est pas du tout élaboré en France. Moi, j'ai connu un vrai sport-études quand j'ai commencé. C'est pour ça que mes parents m'ont laissé intégrer le sport-études à Colombes que M. Brunet avait monté. Mais sinon, aujourd'hui, il y a pas on parle d'horaire aménagé, mais les gamins sont obligés d'aller patiner de 6h à 8h du matin. Pour après aller faire 3 heures d'études, revenir à la patinoire une demi-heure ou 3/4 d'heure entre midi et 2, et retourner à l'école. Et à 17h, ils ne peuvent plus s'entraîner parce que ce sont les activités loisirs qui prennent le dessus. Du coup, sur le haut niveau, on est un peu, c'est pas super. Il y a vraiment des aménagements à faire et vous allez certainement le faire en tant que président de la Fédération des sports de glace. Ça, c'est une première pour vous. La passation, ça sera une première. Et il y a d'autres premières fois de Philippe Candeloro qu'on va revivre avec vous, Elisa Tovati, ce matin. Et oui, c'est le moment de toute première fois. Philippe Candeloro, mon petit doigt me dit que vos tout premiers patins, vous ne les avez pas achetés, vous les avez volés. Et c'est votre mère qui a dû les payer une fois le vol découvert. Oula, c'est vrai ça? Alors, c'était pas des patins, c'était une paire de tennis. Mais parce qu'on allait acheter la paire de patins dans ce même magasin de sport, et puis il y avait, je crois que c'était la paire de pompes à Yannick Noah. Ah d'accord, ok. Que je voulais, mais que mes parents avaient. Alors c'était soit les patins, soit la paire de tennis. Vous avez bien fait. Mais à un moment donné. Non, mais vous avez bien fait. Mais la première fois que vous avez chaussé ces patins, vous saviez déjà que vous pourriez plus vous en passer, Philippe Candeloro? Non, parce que quand on commence en gamin, je veux dire, moi, je me tenais plus debout que les autres. C'est pour ça que mon entraîneur, qui m'a repéré, il a déniché un talent, en fait. Je ne savais même pas. Moi, je savais même pas qu'il y avait une patinoire qui existait dans ma ville. Mais justement, à 10 ans, la fédération vous propose d'intégrer l'INSEP, l'école des sportifs d'élite. La première fois qu'on vous a fait cette offre, vous avez dit non pour rester avec votre entraîneur André Brunet. Vous y avez repensé souvent après à ce non-là? En fait, c'est pas parce que j'aurais été à l'INSEP que j'aurais peut-être pu faire la même carrière. Parce qu'on disait que mon entraîneur était un porte-valise ou quelqu'un qui n'avait pas la compétence de m'amener jusqu'aux Jeux Olympiques. Bon, il s'est avéré qu'on a fait 2 médailles de bronze olympiques ensemble. Donc, c'est pas parce que. Moi, c'est comme je dis, il n'y a pas de petit club. Dans chaque ville de France où il y a une patinoire où les gens ont la chance de mettre les pieds sur la glace, on peut dénicher des talents. Donc aujourd'hui, je fais vraiment cette distinction. Mais effectivement, à l'INSEP, j'ai dit non parce que j'avais fait des visites médicales à l'INSEP, parce que j'étais devenu champion de France Espoir en moins de 2 ans. Donc, quand je suis allé là-bas, que je me tapais la ligne 1 du RER, du métro, de Pont-de-Neuilly. D'ailleurs, il fallait que je prenne un bus de Colombes pour aller jusqu'à Neuilly. Vous avez compris votre malheur. J'ai compris que j'allais pas faire ça tous les jours. Et je voulais pas quitter ma famille parce que vous avez raison. Le lien familial est très très important quand on est un jeune sportif. Et c'est pour ça que mentale, oui, bien sûr, évidemment. Un accident de moto vous empêche de vous qualifier pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. La première fois que vous
vous avez compris que vous ne serez pas sur la glace olympique cette année-là. Est-ce que ça a été un choc pour vous? Comment vous avez reçu cet échec? Comment vous l'avez vécu dans votre corps? Alors bon, c'est difficile à expliquer en 3 minutes, mais bon, même voilà. en 30 secondes. En fait, en 88, j'ai la chance d'aller à Calgary pour présenter les Jeux d'Albertville qui vont arriver 4 ans plus tard. Donc c'est là que je tombe amoureux des anneaux olympiques. Moi, je vois cette ambiance, cette ferveur des champions sur la glace avec un public en délire. Voilà, donc je me consacre 4 ans vraiment à fond tous les matins. J'ai même fabriqué la flamme olympique d'Albertville pour me dire tous les matins, je regarde ce truc là avec les anneaux et machin, je me motive avec ça. Je fais effectivement un accident de moto 5 mois avant les Jeux Olympiques. J'ai juste un petit truc à la cheville et tout ça. Bon, j'arrive à me remettre. Je suis pas arrivé en forme au championnat de France. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir eu on m'a arnaqué un petit peu ces championnats de France parce qu'on m'a pas laissé ma chance. On voulait aussi me donner une sanction parce que je roulais en moto à l'époque, mais c'était mon moyen de transport qui me donnait toute cette liberté et qui me donnait cette et mon entraîneur me protégeait beaucoup là-dessus. Donc en fait, j'aurais pu être aux Jeux Olympiques d'Albertville, mais mes collègues ont fait 15e et 16e aux Jeux Olympiques d'Albertville. Il y en avait un de mes collègues était blessé à l'épaule. Je suis parti 1 mois plus tard au championnat du monde parce qu'il était parti se faire opérer et je fais 8e au championnat du monde avec les mêmes compétiteurs qui avaient Albertville. Donc en fait, c'était ma chance d'Albertville, c'était aussi préparer Lillehammer qui arrivait 2 ans plus tard. Voilà. Donc ça m'a donné un petit coup de niaque, ça m'a énervé sur le coup parce que c'est les Jeux Olympiques en France, chez soi, à la maison. Ça n'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, la preuve, on y retourne en 2030. Vous avez patiné sur le thème du parrain, d'Artagnan, Napoléon. Et les premières fois que vous avez proposé ces programmes théâtraux aussi, comment on peut dire, originaux, inattendus. Est-ce que vos entraîneurs ont tout de suite dit oui ou ils ont eu peur? En fait, on a eu des exemples à suivre. Hein. C'était les Duchesnay. Les Duchesnay, le couple frères et sœurs québécois qui patinaient pour la France, nous ont démontré qu'en faisant des histoires, on pouvait casser les codes. On pouvait casser les codes et les gens vibraient avec vous pendant le programme. On expliquait une histoire. Moi, lever un bras en l'air qui voulait rien dire, côté un peu danseuse. À l'époque, on me traitait toujours d'homosexuel parce que je faisais du patinage et parce qu'il fallait lever un bras artistiquement parlant. C'était magnifique. Donc en fait, moi, les programmes à thème, le premier était Conan le Barbare, donc ça m'a donné un côté un peu plus viril à défendre, à mettre ça sur la glace parce que le patinage, c'est un sport très très viril. Alors justement, et il y a le comédien. Qu'est-ce que le Philippe Candeloro, champion de patinage qui nous a fait vibrer, donnerait comme conseil au Philippe Candeloro, président de la Fédé? Apprendre à fermer sa bouche par moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de contrôler certains éléments de langage. Ouais. Et puis voilà, effectivement, il y a la casquette. Mais il faut savoir changer de casquette. Il faut que notre public, ou en tout cas les gens avec qui on discute, sachent faire la part des choses. Parce que moi, j'ai beaucoup à combattre contre cette image du sexiste et tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est plus ça qui va me faire perdre un petit peu de temps et un petit peu plus de self-control. Justement, vous êtes occupé, vous nous l'avez dit, vous avez des gros chantiers à traiter en tant que président de la Fédération française des sports de glace. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à monter sur scène avec Nelson Montfort pour la pièce Ça patine à Tokyo? J'ai vu que vous étiez à R sur la liste le 15 novembre. Est-ce que vous allez honorer toutes ces dates qui sont prévues avec la pièce ou pas? Alors évidemment, ça sera en fonction des calendriers des compétitions sur lesquelles je dois me rendre, puisque ma priorité restera la Fédération française des sports de glace. Après, c'est un autre métier. Je suis comédien, donc je suis pas, on va dire, taclé ou taxé de conflit d'intérêts. Parce qu'en fait, vous pouvez faire les deux. Quand vous devenez un président de fédération, vous signez une charte de conflit d'intérêts. Donc il y a des dossiers, des métiers que je vais être obligé d'abandonner. Il y aura une liste qui sera envoyée à tous les présidents de club pour justement clarifier en fait cette situation avec un planning bien détaillé des séances de théâtre que je vais pouvoir jouer, parce que moi je pars du principe que ma notoriété et ma popularité, il faut que je puisse la conserver tout en aménageant ce poste de président de fédé, parce que si je m'enferme dans une tour dorée aujourd'hui, toute cette notoriété servira à rien. Alors que moi aujourd'hui je dois propulser toute cette notoriété au service des sports de glace. C'est un plus que le président de la fédération soit un ancien champion? En tout cas, j'espère. Moi, je pense que je connais déjà le parcours des athlètes pour arriver à une médaille olympique. Donc, et qu'on soit sur du short track, du curling, tout ça, aujourd'hui, j'ai cette âme d'ancien champion et je vais essayer de ne pas l'oublier, parce que souvent, les gens qui font de la politique alors qu'ils ont été athlètes de haut niveau et champions, est-ce que c'est le pouvoir politique qui nous oblige à oublier d'où on vient? Moi, je vais essayer de ne pas l'oublier. Jean-Philippe? Non, je voulais savoir quel métier vous allez devoir abandonner. Vous avez dit... En fait, c'est ambigu, parce que j'ai toujours dit, moi, que j'étais un conflit d'intérêts pour la fédération, comme la fédération est un conflit d'intérêts pour moi. Pourquoi? Parce que moi, toute ma vie, ça a été mes métiers que je fais sont liés à la glace.
Je veux dire, quand je vais consulter, je suis consultant pour construire des nouvelles patinoires, je le fais soit pour une mairie, soit pour une major qui coupe du béton. Bien sûr. Je le fais parce que c'était mon milieu. Si mon milieu va bien, ça irait bien pour moi. Quand on crée des spectacles, par exemple, ça fait de la notoriété, de la popularité pour le sport de glace. Tout ça, en fait, on va essayer de m'empêcher de le faire sous prétexte que je veux gagner de l'argent avec ça. C'est pas le but. Le but, c'est d'apporter toute cette notoriété dont le sport de glace ont besoin. Et dans n'importe quel domaine, c'est le rayonnement. Évidemment. Donc il faut que les gens soient un peu intelligents plutôt que d'être toujours jaloux d'éventualités. Combien proposées. de temps il dure le mandat de président? 4 ans. 4 ans, donc jusqu'aux Jeux Olympiques de 2030. Jusqu'à juin 2030. Et les Jeux 4 ans. Olympiques, ça sera l'hiver 2030. Ça sera février, en principe, 2030, sauf si la neige arrive plus tard, au mois de juillet. On sera obligé de décaler. Là, ça deviendrait très inquiétant. Bon, Philippe Candeloro, avant que vous filiez à la Fédé, vous allez devoir passer l'épreuve ultime de ce club de l'été, les grands choix. C'est parti, on vous fait 2 propositions, pas de joker possible. Vacances à la plage ou à la montagne? Ça dépend de la période. Ah non, mais ça dépend, ça ne marche pas. La montagne. Les vacances d'été, on va dire les vacances d'été. Montagne, j'aime bien la montagne en été. Ah oui. Chapeau ou casquette? Casquette. Patinage ou ski nautique? J'irai ski nautique en vacances. Glace ou sorbet? Glace. Vacances en famille ou entre amis? Plutôt famille. D'Artagnan ou Lucky Luke? Les deux. On va dire le jean en bas et la tenue de d'Artagnan. Candeloro spin ou backflip? Pareil, ça fait partie de la panoplie de ma carrière, donc il faut les garder. Vous vous rendez compte que vous avez quand même un saut qui porte votre nom, le Candeloro, Candeloro spin. Alors la spin, c'est la pirouette. Ouais, c'est ça la c'est pirouette. vraiment une invention à la Candel, alors que les petits sauts. Il y a la pirouette Candeloro. Les petits sauts n'étaient pas à moi, c'était un Russe qui l'avait inventé avant, et puis le saut périlleux, je n'étais pas le seul à le faire. Rosé ou cocktail? Cocktail. Avec modération. Nagano ou Lillehammer? Les deux, mon capitaine. Vous avez vu, c'est dur, les grands choix de l'été. Oui, parce que les deux font partie de. Voilà, ces 2 médailles olympiques, même si elles étaient que de bronze, elles étaient très importantes pour moi. Hôtel 5 étoiles ou camping sous la tente? Alors là, je dirais pour ma femme, hôtel 5 étoiles, pour moi, camping. Faut qu'elle écoute le plic-ploc. Elle m'a accompagné aujourd'hui. Faut qu'elle joue au plic-ploc, on fait gagner des beaux séjours 4 ou 5 étoiles. Patineur ou président? Les deux vont avec, je dirais. Merguez ou chipot? Merguez. Fruits de mer ou barbecue? Barbecue. Et attention, puisqu'elle est là, on l'embrasse. C'était le dernier choix, du gros choix. Le plus dur. Olivia ou Nelson? Ce sont quand même les 2 personnes qui partagent votre vie au quotidien. Elle est drôle, mais celle-là. avec Olivia, ça fait 30 ans, avec Nelson, ça fait 20. Donc Olivia. Donc Olivia. Évidemment. Et on l'embrasse. Merci beaucoup, Philippe Candeloro. Juste un mot sur cette passation là qui va avoir lieu. On va vous libérer. Il est 10h47. Vous allez filer à la Fédération des sports de glace. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de manière générale au sport de glace en France? Alors, déjà, je l'ai dit, c'est des événements, c'est de la médiatisation. Peut-être qu'aujourd'hui, on a France Télévisions qui nous suit sur les épreuves du Grand Prix, par exemple, ou du Gala des Étoiles, et le championnat d'Europe et le championnat du monde. Mais on a d'autres sports à faire connaître, à faire voir. Peut-être qu'il faut aller voir d'autres plateformes ou demander à revoir la convention avec France Télévisions. Donc de la médiatisation. Il faut de la médiatisation. Si je ne fais pas de médiatisation, je ne fais pas connaître mes champions, ni mes championnes. Et je pense qu'on doit passer par cette phase de reconnaissance des athlètes pour que les sports soient connus. Donc moi ça a marché pour moi. Pourquoi on parle de patinage aujourd'hui? On dit souvent Bonali, Candeloro, c'était notre époque, mais c'est ça qui a valorisé les sports de glace. Et si on valorise les sports de glace, on valorisera aussi la construction des patinoires, parce que ça c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Il faut éviter qu'elles ferment. Et moi j'ai un projet à 10 patinoires d'ici 2034, et notamment qu'aujourd'hui on voit bien avec les grosses chaleurs qu'on va peut-être devenir d'utilité publique, parce que quand vous avez une patinoire ouverte l'été, elle ne coûte pas très cher en énergie. D'accord, puisque on est les seuls à utiliser une grosse source d'énergie, mais finalement l'énergie est pas chère. Et en plus, vous pourrez rafraîchir 400 jeunes qui peuvent pas partir en vacances parce que les vacances sont chères, à rafraîchir en patinant. Et vous pouvez ouvrir les gradins, ouvrir les espaces aux alentours pour rafraîchir des gens. Vous faites venir des gens qui sont en EHPAD parce que peut-être que la clim marche pas bien là où ils sont, ou les personnes âgées. C'est un droit de rencontre, oui. Et puis ils peuvent jouer au Scrabble, tout ça pendant 3-4 heures, et il fait frais dans une patinoire. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas écolo. C'est à nous aussi de faire en sorte que nos patinoires deviennent plus écologiques, mieux construite hermétiquement, isothermiquement, voilà, on va dire. Voilà. En gros, c'est ça qu'il faut souhaiter au sport de glace. Et on vous souhaite qu'on me laisse travailler. Un très bon mandat jusqu'au JO de 2030, et on va suivre évidemment l'actualité des sports de glace grâce à vous. Mais je reviendrai. Philippe Candeloro, et revenez quand vous voulez. Vous pouvez m'inviter en tant que Philippe, Candel ou président de Fédé, on fera les trois.